participer directement à l'élaboration de ce guide. Et ensuite, nous parlerons aussi des dispositifs municipaux et nationaux qui vont être mobilisés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants. Et enfin, voilà, on passera à la conclusion, à la présentation de quelques recommandations nationales. Je précise que tout au long de la visio, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre le mieux possible, même si évidemment en 1 heure, ce sera difficile voilà, de répondre à toutes les questions, de prendre en compte tous les commentaires. Mais justement, on va essayer de pouvoir apporter le maximum de réponses et de retours. Et donc, on vous invite aussi tout au long de la visio à partager vos témoignages, vos bonnes pratiques, vos questions dans le chat. Et après, nous essaierons de compiler toutes ces réponses pour aussi vous faire un retour suite à la visio de tout ce qui aura pu être partagé. Donc, bienvenue à tout le monde qui nous ont rejoints entre-temps. Je vous propose de commencer tout de suite par l'introduction. Merci, merci beaucoup. Marianne, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés vraiment en grand nombre. On a donc souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter le rapport, notre rapport Chaque enfant à l'école, qui n'est pas un rapport mais un guide. Vous le savez puisque la plupart des villes qui ont contribué à ce guide, je pense, l'espère, sont présentes. Et donc, depuis début 2024, un comité technique a été créé par l'UNICEF avec un certain nombre de villes, je vais les rappeler, et avec bien sûr l'ANDEV. Donc, il s'agit par ordre alphabétique: Angoulême, Aubagne, Auch, Toulouse, Issy-les-Moulineaux et Sens. Et puis, bien sûr, contribution de nombreuses autres villes qui doivent, j'imagine, être là ce soir. Donc, comme Marianne l'a suggéré, c'est un guide qui a pour mission donc d'être à destination des collectivités, mais d'être aussi le guide fait par les collectivités et par nous. Il a comme mission justement à la fois de rappeler les engagements de l'UNICEF, de l'ANDEV, etc., par rapport à l'éducation. Et puis, il a surtout une mission extrêmement concrète qui est d'échanger, de faire connaître déjà les bonnes pratiques, de pouvoir les échanger et réfléchir à partir justement de ces actions. Et je trouve que c'est vraiment une façon de travailler extrêmement intéressante et enrichissante. En tout cas, nous sommes vraiment contents à l'UNICEF France de cette méthode qui permet non pas justement de réfléchir et de faire des guides qui descendraient d'en haut vers le bas, mais au contraire, que ce soit vraiment, vraiment, depuis début 2024, une démarche totalement participative. Alors, vous le savez, bien sûr, et puis on n'est pas les seuls, le droit à l'éducation est pour l'UNICEF une priorité absolue. Ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est une priorité extrêmement importante et que quand on parle à l'UNICEF de l'éducation, c'est beaucoup, alors c'est aussi le climat scolaire, etc., mais c'est beaucoup sur le sens de accès à l'école, accès à l'éducation, et nous rappelons sans arrêt que bien que le droit à l'éducation soit un des piliers de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée maintenant depuis 1990, malheureusement, heureusement, il y a beaucoup d'enfants scolarisés, ça va de soi, mais malheureusement, et contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui passent sous les radars, qui ne sont pas scolarisés. Et évidemment, parmi ces enfants, ce sont, comme souvent, les plus vulnérables d'entre eux, notamment ceux qui n'ont pas de logement, qui sont hébergés dans des hébergements, des hôtels ou comme des centres d'hébergement, ou encore pire, si je puis dire, dans des hébergements informels, comme par exemple les bidonvilles. Donc ceux-là, malheureusement, risquent de passer
sous les radars de l'inscription à l'école pour des tas de raisons d'ailleurs, hein, méconnaissance, non-envie, parfois pas vraiment de confiance dans l'école, enfin beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors on a quand même fait des progrès sur ce sujet depuis quelques années, notamment grâce au plaidoyer de l'UNICEF France et d'autres associations, puisque en 2017, l'UNICEF a fait un rapport avec un certain nombre de villes amies des enfants pour améliorer, un rapport avec bien sûr des propositions pour améliorer la scolarisation des enfants en bidonville et instaurer donc ces pratiques de médiation scolaire, c'est-à-dire envoyer des personnes qui peuvent parler, qui sont formées pour parler aux populations qui sont les plus en marge. Je le disais, une inégalité de territoire importante qui fait que de nombreux enfants, soit comme les enfants en habitat extrêmement précaire, ne sont pas scolarisés, soit comme dans les territoires d'outre-mer, où les enfants ne sont pas scolarisés, soit parce qu'ils habitent, il y en a évidemment en habitat précaire, mais aussi parce que souvent il n'y a pas de place dans les écoles. C'est aussi un des constats que nous avons fait, notamment dans le rapport sur les droits des enfants en outre-mer que nous avons publié en novembre 2023. Et en Guyane, par exemple, bon, il y a une petite polémique sur les chiffres, mais si on dit que ça se situe entre 6 000 et 10 000 enfants non scolarisés, on est forcément dans le bon créneau. À Mayotte, c'est certainement encore plus, alors qu'il y a vraiment une égalité de droit. Ce sur quoi nous nous battons aussi depuis longtemps, depuis de nombreuses années, c'est précisément la nécessité d'avoir des chiffres précis sur la non-scolarisation, mais pas uniquement, sur un certain nombre de thématiques. Mais sur la non-scolarisation, nous nous battons depuis de nombreuses années pour que soit mis en place un observatoire national de la non-scolarisation. Alors, il était dans les recommandations de la garantie enfance qui a été adoptée sous présidence française, donc en 2022, et ensuite déclinée en France, et il a été en tout cas annoncé dans sa déclinaison française à deux reprises au moins, à la fois par l'annonce par la Première ministre à l'époque, Elisabeth Borne, en septembre 2023, dans le pacte des solidarités, et réannoncé quelques semaines plus tard, lors d'un comité interministériel de l'enfance, a été réannoncé officiellement l'Observatoire national de la non-scolarisation. Malgré ces annonces, et à cause, bien sûr, entre autres choses, de l'instabilité politique et des changements successifs de gouvernement, cet observatoire n'a absolument pas avancé. Nous avons rencontré la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, il y a il y a un mois à peu près. Nous lui en avons évidemment reparlé, mais on n'a pas eu le sentiment que ça faisait partie des dossiers en haut de la pile, pour dire les choses très franchement. Donc voilà, un certain nombre d'objectifs tout à fait importants qu'on retrouve d'ailleurs dans ce guide. Et en tout cas, je voulais vraiment remercier à nouveau toutes les villes qui ont contribué, remercier bien sûr l'ANDEV et également, je ne sais pas s'ils sont connectés, la DIAL et la DGESCO qui ont beaucoup contribué à l'élaboration de ce guide. Et puis, évidemment, dire que l'accès à l'école, enfin la réalisation plutôt du droit à l'éducation pour tous dans son ensemble, ça n'est pas que l'affaire des associations, ça n'est pas que l'affaire des collectivités territoriales, même si elles sont en première ligne, ça n'est pas que l'affaire de l'État, mais c'est bien sûr l'affaire de tous et c'est complètement le sens d'ailleurs des recommandations qui sont faites dans ce guide, c'est que tout le monde allie ses forces pour faire en sorte que dans un avenir le plus proche possible, il n'y ait absolument plus d'enfants qui ne soient pas scolarisés dans notre pays. Merci à vous et je vais passer donc
la parole au vice-président de l'ANDEV. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Déjà, vous remercier au nom de l'ANDEV de l'initiative qui était la vôtre de permettre à l'ANDEV de participer à la co-construction de ce guide. Effectivement, l'ANDEV s'est engagé avec force sur ce sujet, tout simplement parce que, comme vous l'indiquiez, le droit à l'éducation n'est pas un principe abstrait et la présence de l'ANDEV répond en réalité à une double responsabilité. Forcément, la responsabilité légale liée à l'article L131 du Code de l'éducation sur l'obligation scolaire, mais plus que la responsabilité légale, la responsabilité morale, ne pas juste recenser les enfants, mais bien permettre à chaque enfant d'avoir sa place au sein de l'école. Le droit d'accès à l'école n'est pas un service, mais une promesse républicaine, presque une promesse du contrat social également. Et c'est vrai que ce guide co-construit avec et pour vous, les personnes ici présentes sur ce webinaire, ça doit être une boussole qui va vous permettre d'agir encore mieux sur le sujet. Du côté de l'ANDEV, on a été totalement en adéquation avec l'UNICEF, avec une volonté très claire de ne pas simplement cloisonner le repérage, l'inscription et le suivi, mais bien justement d'être sur 3 éléments qui doivent être de façon continue connectés. Ce guide, il valorise aussi d'une certaine façon la force des territoires. Vous le verrez à travers les explications et ce webinaire, mais également la lecture du guide, des initiatives de guichet unique enfants-jeunesse, des modalités originales de fonctionnement et de coordination avec l'éducation nationale, les collectivités territoriales et la CAF par exemple, les initiatives liées à des médiateurs linguistiques, des cellules de suivi et d'évitement scolaire qui sont également mis en place sur certains territoires. Vous le verrez bien et vous le savez mieux que nous, les territoires s'adaptent, les territoires inventent et les territoires avancent. L'ANDEV, par rapport à ce sujet-là, rappelle qu'effectivement, l'éducation est un droit fondamental. Agir pour l'école, c'est agir pour l'enfance, et agir pour l'enfance, c'est agir pour l'égalité. Cela nécessite une volonté collective. Ça tombe bien, nous sommes là et vous êtes là. Merci à vous, Adeline et Guillaume. Donc, on va passer tout de suite justement au premier chapitre du guide. Donc, ce guide qui comporte 3 chapitres et je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous en dire un peu plus. Donc, le premier chapitre est consacré au repérage des enfants de 3 à 18 ans et à l'information aux familles. Dans le cadre de ce chapitre, on rappelle bien évidemment la responsabilité des collectivités territoriales et notamment des villes par le biais du maire, qui est d'établir annuellement la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire et de mettre à jour, et c'est bien dans les textes, mensuellement cette liste des enfants soumis à l'obligation scolaire. Donc, ce rôle de recensement et de repérage est bien sûr en lien, en coordination avec l'éducation nationale et les services sociaux, les CCAS et la CAF. Mais les municipalités sont motrices de cette liste des enfants soumis à l'obligation scolaire et on voit qu'elles rencontrent un certain nombre de difficultés à mettre en place cette liste, notamment à la mettre à jour. Il est beaucoup plus simple pour les collectivités que vous êtes de mettre à jour la liste pour les 3 à 11 ans, en lien avec votre obligation aussi d'inscription à l'école sur l'école primaire et élémentaire. Il est beaucoup plus compliqué effectivement sur le secondaire, et d'où le rôle aussi et la relation que vous devez avoir avec l'éducation nationale, les chefs d'établissement de l'éducation nationale, pour continuer à mettre à jour cette liste et à bien avoir une vision globale des enfants de votre territoire et de leur scolarisation. Pour les 16 à 18 ans, du coup, elles sont soumises à une obligation les enfants sont soumis à une obligation de formation qui est assurée par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale. Donc, il n'y a pas de responsabilité en termes de mise à jour de liste d'enfants. Ce que l'on préconise, par contre, c'est que vous rencontrez un certain nombre de difficultés à connaître les enfants on va le voir dans le cadre du chapitre 3, justement, en lien avec cette vision un peu globale, mais vous rencontrez un certain nombre de difficultés pour les 16 à 18 ans à connaître les enfants qui ne sont plus, enfin, les jeunes qui ne sont plus du tout suivis
soit dans le cadre du cursus scolaire, soit dans le cadre de la formation en lien avec les missions locales. Et donc, il y a aussi un maillage des acteurs qui est important à conserver. Donc, nos recommandations sur ce chapitre consistent avant tout à renforcer l'outillage et l'information des collectivités sur leur rôle de recensement et de repérage, de renforcer aussi le conventionnement entre les différents acteurs, notamment l'éducation nationale, les CAF, mais aussi les MSA, et de renforcer le maillage des acteurs pour avoir un meilleur, des acteurs. Et la dernière partie concerne l'information aux familles dont les collectivités n'ont pas d'obligation directe en termes d'information. Cependant, on voit l'importance de l'information à accorder à certaines familles, notamment sur la scolarisation des 3 ans, vu que l'obligation de scolarisation des 3 ans a avant tout été appliquée pendant la période du Covid. Et donc, vous rencontrez encore en partie des difficultés, des fois, à informer les familles de cette obligation dès le plus jeune âge. Et donc, il y a bien sûr des besoins de renforcer les modes et les méthodes d'information aux familles en ne passant pas que sur le portail famille ou le web, mais en travaillant avec les crèches ou d'autres acteurs de la petite enfance pour assurer la liaison avec l'école maternelle. Et donc, je passe la parole à la ville d'Angoulême, à Madame Émilie Garot, qui va nous parler de l'action mise en place par sa ville, notamment sur l'information aux familles. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez tous, parce que moi, je ne vous ai pas tous en visuel. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vois un pouce, donc visiblement, ça fonctionne. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, merci de cette invitation et puis de nous laisser la possibilité de présenter cette action. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Aurélie, on a porté une initiative depuis maintenant 2 ans en collaboration avec la CAF et l'éducation nationale notamment et centres sociaux de notre territoire pour pouvoir renforcer l'information aux familles sur la première rentrée à l'école. Donc cette action, elle s'appelle Être prêt pour l'entrée à l'école maternelle, puisque nous avions identifié en fait des besoins. Souvent, les parents sont en demande d'un certain nombre d'informations et c'est une étape un peu charnière pour les familles, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Et donc, ça nous semblait important de pouvoir renforcer cette communication pour cette première étape et de pouvoir finalement tisser une relation déjà de confiance assez vite avec les parents et qui puissent bien identifier l'ensemble des interlocuteurs et des professionnels qui graviteront en fait autour de leur enfant et de pouvoir amorcer. Le médecin de PMI qui a oublié la cascade. Il faut y passer, c'est vrai, il faut venir ici. Je n'entends pas, donc je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il faut que je poursuive. Oui. On ne vous entend plus, d'accord? Vas-y, Amélie, tu peux poursuivre. C'est bon? Merci, merci Quentin. Donc oui, j'étais en train d'expliquer effectivement que cette action elle a pour but de renforcer l'information préalable aux familles et effectivement dans une logique de prévention, l'idée étant que les parents puissent avoir l'ensemble des informations essentielles pour bien préparer cette première rentrée à l'école. Et souvent, les parents, en fait, ont à la fois des questions très pratico-pratiques sur comment je dois inscrire mon enfant à l'école, comment je l'accompagne dans cette transition de la petite enfance à l'école. Donc, il y a aussi beaucoup de questions, j'ai envie de dire, sur la séparation, le sommeil de l'enfant, la place des écrans. Et donc, on a construit cette action au sein de la maison des parents qui est située donc sur la ville d'Angoulême. Donc, on a voulu que ce soit un lieu ressource pour les parents pour qu'ils puissent identifier ce lieu-là et qu'ils puissent aussi, au cours de cette journée,
bénéficier d'un parcours un peu déambulatoire où ils pouvaient à la fois se rapprocher de notre service, donc le service aux familles de la mairie d'Angoulême pour avoir toutes les informations nécessaires pour l'inscription à l'école, mais aussi pouvoir rencontrer un directeur d'école, une ATSEM, pour pouvoir avoir la présentation d'une journée type, pouvoir rencontrer aussi le service restauration, de parler de l'alimentation à l'école, et puis aussi rencontrer le lieu d'accueil enfants-parents, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles qui n'avaient pas fait le choix d'un mode d'accueil et qui parfois sont en congé parental, mais qui ont une démarche aussi de sensibilisation, de préparation de la rentrée. Donc voilà, on a vraiment travaillé cette action en proximité des familles. Et on aimerait même pouvoir aller plus loin, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, on se rend compte que on touche des familles qui sont demandeuses, mais on ne touche peut-être pas le public qu'on avait vraiment ciblé au départ, qui sont les familles de nos quartiers prioritaires de la ville. Et les familles, on a une communauté assez importante de voyageurs, de familles itinérantes sur notre territoire. Et ces familles-là, en l'occurrence, on les a pas touchées sur ces 2 premières éditions. Donc, on va réfléchir pour les années à venir, en tout cas sur la manière dont on pourrait aller vers ces publics qui sont peut-être pas ceux qui vont naturellement se déplacer à la maison des parents. Voilà. Donc, j'essaye de faire, j'ai fait au plus vite, mais à l'occasion, je suis preneuse aussi d'autres initiatives sur les territoires et donc ce sera peut-être l'occasion d'y revenir dans un autre format. Merci Lily. N'hésitez pas aussi à pouvoir commenter ou poser des questions dans le chat si vous en avez. On essaiera de les reprendre à la fin ou plus tard de visio. Donc ensuite, on va essayer de vous présenter rapidement le chapitre 2 qui porte sur l'inscription scolaire, périscolaire, extrascolaire. Et effectivement, là, dans ce chapitre, on insiste bien, l'inscription permet effectivement de faciliter en fait l'accès à l'école. Cela va passer par l'accompagnement des familles aux démarches d'inscription. Et plus particulièrement, on a insisté sur différents points, notamment dont on souhaitait vous parler aujourd'hui dès cette présentation de guide, qui est celui sur la simplification administrative des démarches d'inscription, donc qui fait suite à un décret datant de 2020, qui permet de simplifier en fait les documents à transmettre de la part des familles pour l'inscription scolaire et extrascolaire. Et donc aujourd'hui, les familles ne doivent fournir plus qu'un document justifiant de l'identité de l'enfant, un document justifiant de l'identité des responsables légaux et un justificatif de domicile. Donc, ce justificatif de domicile peut être aussi un justificatif sur l'honneur. Et en fait, en faisant un peu le bilan des difficultés rencontrées par les collectivités, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre de collectivités qui n'ont pas forcément connaissance de ce décret ou qui ne l'appliquent pas forcément, ou en tout cas ne communiquent pas dessus auprès des familles. Il y a à cela plusieurs raisons, dont celle, la peur de contourner la carte scolaire, ce qui fait qu'il y a certaines collectivités qui ne communiquent pas directement dessus, mais qui peuvent en parler après au cas par cas auprès de certaines familles. Mais on se rend compte que ça peut porter préjudice, notamment aux familles les plus vulnérables ou qui sont en difficulté pour fournir toutes les pièces demandées ou qui ont une difficulté pour justement par rapport à la langue ou à d'autres problématiques. Ensuite, on insiste également sur l'importance de l'information, du partage de l'information aux familles et de pouvoir centraliser les inscriptions scolaires. Donc, vous verrez après, avec le témoignage de la ville de Marseille, on parle justement de la mise en place d'un guichet unique qui peut être physique ou dématérialisé. Et là encore, on se rend compte que ça peut être vraiment utile et favoriser les démarches d'inscription, mais on remarque aussi certaines difficultés qui peuvent survenir avec la mise en place d'un guichet unique. Notamment, on parle dans le guide des difficultés rencontrées par les familles lorsqu'elles doivent fournir en avance le carnet de santé avec la justification du schéma vaccinal dedans. Souvent, on leur demande de le fournir en avance.
ce qui peut les mettre en difficulté et retarder l'inscription scolaire, alors que dans les faits, on se rend compte que la demande du carnet de santé peut être fournie, enfin voilà, le carnet de santé peut être fourni dans les 3 mois suivant l'entrée dans l'établissement scolaire. Et en plus, il n'est pas forcément, enfin, il est demandé par le directeur de l'établissement scolaire et pas forcément obligatoire auprès de la mairie. Donc ça, voilà, on le précise bien dans le guide et c'est vrai que c'est pas forcément connu de tous et de toutes les collectivités. Évidemment, là, alors, dans la présentation de chaque chapitre, on ne peut pas vous fournir toutes les informations que l'on a mises dans le guide, toutes les informations tant au niveau du cadre légal que des pistes d'action que l'on vous propose. Mais donc, on vous invite à le lire et à le parcourir. Et en suivant, donc, je vais donner la parole à Madame Serra de la ville de Marseille pour justement qu'elle nous en dise un peu plus sur le guichet unique de la ville de Marseille. Alors, Carole, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une initiative majeure là, sur notre direction. Donc, c'est une nouvelle direction, une direction qui a été créée en avril 2024, donc dédiée à la famille et au partenariat. Donc, c'est une démarche ambitieuse. C'était notre objectif de d'abord faciliter le quotidien des familles, simplifier leurs démarches administratives et tout en leur offrant un accompagnement personnalisé tout au long du parcours des enfants. Donc, trop souvent, enfin, vous l'avez dit, les parents se retrouvent confrontés à un labyrinthe de services, d'interlocuteurs multiples et à des procédures un peu complexes. Nous avons opté pour une démarche transversale. On a réuni dans une même entité tous les différents acteurs qui interviennent auprès de la famille, c'est-à-dire la petite enfance, les écoles, les activités périscolaires, mais aussi nos partenaires donc de la Caisse d'allocation familiale, également le dispositif de la Convention territoriale globale. Donc, et cette synergie nous permet d'identifier facilement les enjeux et aussi de recueillir les besoins des familles au plus près, afin de coordonner nos actions et d'apporter des solutions cohérentes. Au cœur de cette direction se trouve également le partenariat Villami des enfants. Donc, je suis chargée de mission, moi-même en charge de l'Observatoire Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et la référente Villami des enfants. Donc, c'est pas un hasard que l'enfant se trouve au cœur de cette direction et également le partenariat UNICEF. C'est aussi placer les droits de l'enfant au cœur de nos politiques publiques, veiller à ce que chaque enfant ait le même accès à des services de qualité. Plus particulièrement, vous m'avez demandé d'intervenir sur le guichet. Le guichet que nous avons mis en place est un accueil physique en plus du portail famille qui s'appelle à Marseille Supermino. Mais en plus, donc, nous avons un accueil physique où les parents peuvent retrouver toutes les informations et effectuer toutes les démarches liées à la scolarité, aux activités des enfants. C'est un gain de temps, c'est une source de sérénité. Ce nouveau fonctionnement, ça a permis aussi de réunir les agents dédiés à la gestion informatique, parce que bon, sur ce portail, nous avons plus de 300 000 connexions par an et à peu près 140 000 familles inscrites. Donc, ça permet aussi de développer une feuille de route pour améliorer tous nos systèmes, de faire aussi de l'observation et des statistiques par mail, par téléphone et donc aussi en accueil physique. Donc, on renforce aussi la capacité de l'administration à instruire les demandes de famille. Nous avons ajouté récemment le lien aussi avec la restauration, parce que bien souvent, il y a l'inscription à la cantine et pour faciliter, les familles pourront aussi passer par notre service. Donc, aussi bien paiement de factures, besoin de déménagement. C'est un véritable support pour
pour accompagner les usagers, les agents des bureaux municipaux de proximité, les directeurs d'école, les directeurs de crèche, etc. On a aussi une antenne pour orienter les familles les plus en difficulté vers les dispositifs d'accompagnement social, les CCAS, le SAMU social, et les maisons des solidarités, ou les antennes juridiques, donc si nécessaire. On a un travail de formation continue qui est mis en œuvre, notamment pour qu'il y ait une maîtrise des procédures métiers, des logiciels de gestion et des cadres juridiques qui sont liés à la parentalité. On a amélioré cet accueil super minot pour proposer des meilleures conditions d'accueil, donc l'informatisation des files d'attente. Donc aujourd'hui, vous prenez un ticket comme dans certaines autres administrations où vous formulez la nature, l'objet de votre demande pour simplifier, mieux orienter et avoir une attente beaucoup moins longue. Et c'était aussi d'améliorer la gestion des familles qui sont en rupture de fracture numérique pour veiller à ce que notre communication, elle soit la plus compréhensible, la plus lisible par le plus de personnes. Je relis mes notes, mais voilà, 170 000 usagers, parents et enfants. Donc c'est aussi, comme je vous disais précédemment, un point d'ancrage pour mettre en œuvre et valoriser nos actions en faveur des enfants. Voilà. On a, par le biais de notre portail, une visibilité, mais aussi ici dans notre bâtiment, pour promouvoir tout ce qui est fait, tout ce qui est les actions aussi et tout le partenariat UNICEF, donc pour investir dans la famille et aussi communiquer, on en profite pour communiquer sur les droits de l'enfant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et donc, sans plus attendre, on va passer justement au chapitre 3, qui porte sur le suivi des élèves sur l'ensemble de leur parcours scolaire. Donc là encore, sans rentrer dans le détail du chapitre où on va parler aussi du cadre légal, des pistes d'action, je vais mettre l'accent sur quelques éléments. Donc effectivement, on voit qu'il n'y a pas d'obligation légale prévue dans le code de l'éducation quant au suivi des élèves sur leur parcours scolaire, mais on voit que les collectivités sont très impliquées dans le suivi et qu'elles essaient de mettre en place beaucoup d'actions à ce niveau-là, mais elles nous ont fait remonter un certain nombre de difficultés, notamment dans la coordination et la remontée d'informations. Effectivement, souvent on se rend compte que elles ont du mal à obtenir les informations à temps sur de la part de l'inspection académique ou de l'établissement scolaire, sur un peu les absences répétées, les ruptures de parcours des jeunes. Et lorsque elles essaient de mettre en place des actions de prévention, souvent c'est trop tard et les jeunes ont déjà décroché. Donc voilà, ça c'est une première difficulté qui nous a été remontée. Et ensuite, une autre difficulté qui est remontée, c'est celle du suivi des élèves du second degré. Donc on voit bien que pour toutes les actions du passage de la petite enfance à l'école maternelle, en fait on a un recensement et une remontée d'informations qui va être facilitée. Et donc là, pour la mise en place d'actions de prévention du décrochage, ça va être beaucoup plus facile. Mais au passage au second degré, les collectivités forcément ont moins la main sur le suivi et le recensement des élèves, et donc ce qui va venir rendre plus difficile la mise en place d'actions. Et justement, en termes de pistes d'action, on préconise davantage d'actions de soutien à la scolarité, à la parentalité, meilleure coordination des acteurs et de remontée des informations. On préconise aussi de s'appuyer sur des outils de suivi qui fonctionnent déjà, notamment pour le recensement,
le suivi de l'inscription scolaire et justement de les mobiliser pour le suivi continu des élèves dans leur parcours scolaire. On préconise aussi davantage d'actions de médiation. Et enfin, Bruno Jarry de la ville d'Issy-les-Moulineaux va nous en dire un peu plus, mais aussi des actions de prévention contre le décrochage scolaire. Donc, Bruno, je ne sais pas si tu nous entends et si tu souhaites, si tu es prêt pour prendre la parole. Alors, je ne sais pas si tu nous entends, peut-être que tu as le micro coupé. Moi, je ne vois pas trop mon écran pour l'instant. Voilà, alors c'est moi qui ouvre le micro. Ah, Voilà, bonjour, je suis on t'entend désolé. bien. Voilà, eh ben, écoutez, je suis très heureux d'intervenir au sein de ce moment qu'on partage tous ensemble pour permettre à tous les enfants de notre pays d'accéder à l'école, mais aussi d'y rester, parce que quelquefois dans le parcours scolaire, il y a des moments où les liens sont compliqués, où en quelque sorte les liens au sein de l'école et à côté de l'école vont être déstructurés, et il convient donc de constituer des enveloppes sécurisantes permettant aux enfants de retrouver un espace pour grandir en humanité. Alors, notre dispositif, il est en quelque sorte agile, c'est-à-dire de quelle manière on peut mettre en œuvre différents types d'instruments qui vont répondre aux problématiques que peut mettre en œuvre l'enfant par ses comportements, notamment quelquefois par des passages à l'acte, par des modalités qui sont peu respectueuses de la vie au sein de l'école, et donc comment concrètement on peut répondre à tel ou tel élément. Eh bien, nous avons constitué avec la communauté éducative, et là j'inscrirai mon propos plus particulièrement en direction des collèges et des lycées, un certain nombre d'instruments que je vais vous présenter extrêmement rapidement. Le premier, c'est la mesure de responsabilisation que vous mettez peut-être en œuvre au sein de vos collectivités locales, qui vise à permettre à un enfant qui a été sanctionné au sein de l'établissement scolaire de pouvoir à la fois continuer ses cours et donc de suivre son parcours scolaire de manière totalement normale, mais d'avoir en quelque sorte une réalisation concrète au service de l'intérêt général. Alors pour nous, par exemple, cela se traduit par la possibilité que des enfants, donc des adolescents, puissent participer au sein d'une activité dans le cadre d'une maison de quartier, à préparer, à animer, par exemple, un spectacle et à rendre compte de cette activité d'intérêt collectif au service de l'établissement par un petit rapport qu'il aura préparé avec un animateur de maison de quartier. Nous avons un deuxième module qui s'appelle l'accompagnement à la compréhension de la sanction scolaire. Lorsque les enfants, d'une certaine manière, se voient exclus pour une période plus ou moins longue dans le cadre d'un établissement scolaire, collège ou lycée, la possibilité d'être reçus, accompagnés avec l'accord de l'établissement sur une structure qui s'appelle l'espace jeune. Et à l'occasion de cette structure, il va y avoir à la fois un entretien avec les parents, un entretien avec le principal, un entretien avec l'enfant. Et lors de ce process, d'une certaine manière, on va pouvoir reprendre des cours qui ont été donnés par le professeur principal, avoir un rendez-vous avec le CIO sur la question de l'orientation et participer à des activités éducatives comme la boxe éducative ou les activités ludiques. Je tiens à signaler que ce dispositif d'accompagnement scolaire, à la compréhension de la sanction scolaire, plus de 88% des enfants concernés ne sont pas revenus une deuxième fois. C'est-à-dire que ça constitue véritablement un élément extrêmement structurant pour permettre à l'enfant de souffler, de prendre conscience de l'acte qu'il a posé et d'une certaine manière de pouvoir revenir avec l'établissement dans des relations plus positives. Troisième élément, c'est le programme personnalisé de réussite éducative qui permet à des enfants d'avoir, par exemple, dans le cas des collèges, 2 demi-journées mises en œuvre dans le cadre de notre Espace Jeune, qui est un lieu d'accueil, d'information et d'accompagnement des jeunes. Nous mettons en œuvre aussi avec les établissements des parenthèses, quand par exemple l'enfant ne va plus à l'école, et bien de quelle manière on négocie avec les parents le jeune, une parenthèse pour lui permettre de revenir à l'école de manière pérenne. Et puis les enfants qui sont toujours à l'école mais qui viennent de manière extrêmement absentéiste, avec un absentéisme extrêmement conséquent, nous avons mis en œuvre des ateliers de médiation artistique qui permettent à ces enfants d'avoir une pause, par exemple, dans son parcours scolaire, à travers des ateliers culturels. Alors, par exemple, la source Garouste, sur la question d'ateliers à travers, par exemple, la composition de textes avec un tailleur de pierre. On met à la fois, je dirais, le tailleur de pierre et la slam, mais aussi, par exemple, de créer des éléments d'écriture poétique ou de récit à travers une association comme Lecture Jeunesse. Nous mettons en œuvre aussi d'autres actions autour de la médiation entre élèves ou de la formation d'élèves qui vont intervenir pour, d'une certaine manière,
lutter contre toute forme de harcèlement au sein de l'école. Et là, quand je parle de l'école, je parle des collèges et du lycée. Chacune de ces mesures, d'une certaine manière, résulte d'une réflexion partagée entre le lieu éducatif, le collège ou le lycée, le lieu de la ville, qui est situé par l'espace jeune, et puis, d'une certaine manière, la cellule familiale avec le jeune et avec ses parents. Et donc, nous mettons en œuvre des modalités de travail en coéducation avec des responsabilités partagées pour permettre à l'enfant de revenir d'une certaine manière, de manière positive dans les processus d'apprentissage. Voilà, nous pensons véritablement qu'il convient, pour permettre ce droit à l'éducation, de penser à des éléments qui vont permettre de travailler, de redonner confiance et sécurité à l'enfant qui peut avoir mis en œuvre tel ou tel élément pour avoir d'une certaine manière un confort plus relationnel avec la communauté éducative ou avec ses parents. Voilà, j'en reste là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage. Et je vous propose de passer à la deuxième partie. Ah oui, non, pardon, juste avant, voilà, on voulait montrer, donc on avait découpé un peu le schéma par chapitre. Et en fait, ce schéma, vous retrouverez dans le guide, reprend à chaque fois les pistes d'action voilà, que l'on préconise. On vous invite à le consulter. Et donc, je passe la parole à mes collègues de l'ANDEV qui vont vous parler un petit peu plus en détail des outils et dispositifs voilà, que vous pouvez mobiliser pour favoriser la scolarisation des enfants. Merci Marianne. Effectivement, lorsque vous avez réagi en tout début de présentation sur vos outils et dispositifs que vous avez au niveau des municipalités, nous avons souhaité également donner la parole à des municipalités qui n'ont pas participé à l'écriture du guide, mais qui nous ont alimentés pour pouvoir travailler de par leur expérience à enrichir ce guide. La première, parce que la question de la scolarisation n'est pas qu'une simple question d'apprentissage. Je vous rappelle que l'école a ce devoir de faire en sorte que nos élèves, nos enfants deviennent des citoyens éclairés. Nous avons besoin également d'outils sociaux, d'analyse. On a tendance en France à cliver le médico-social et l'éducation. Or, nous devons être des techniciens de l'éducation médico-sociale, je vais oser le dire, et j'aimerais vous parler de l'analyse des besoins. Pour ce faire, juste avant de lui laisser la place, nous accueillons Sigolène Desmaries de la ville de Rieux-la-Pape. On voulait vous partager ceci. Bien sûr que l'article 111-1 de l'éducation, du Code de l'éducation nous dit que nous devons lutter contre les inégalités sociales et territoriales, que nous devons veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction et qu'on doit veiller à la mixité sociale. Quand on me remet en regard, en miroir, ce que doit être une analyse des besoins sociaux, une analyse des besoins sociaux, c'est quelque chose d'obligatoire pour les communes qui sont dotées d'un CCAS ou d'un CIAS quand on est sur l'intercommunalité. Il est important de reprendre l'article 123-1 du décret qui dit que l'analyse des besoins sociaux consiste à un diagnostic socio-démographique à partir des données d'observation sociale et territoriale. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, vous avez vu quand on a parlé de prévenir, d'inscrire et de suivre, on ne peut pas se priver d'outils de diagnostic. Alors, Sigolène, je te laisse allumer ton micro. Je sais que la ville de Rieux-la-Pape a décidé, depuis quelques années maintenant, hein, presque 10 ans, hop, regardez la slide, de faire une analyse des besoins sociaux spécifiques à l'enfance, à l'éducation. Alors, ce n'est pas toi qui le porte, puisque tu es directrice de l'éducation, mais quel apport ça vous donne au quotidien? Oui. Alors, je pense que c'est bon, tout le monde m'entend, ça fonctionne bien. C'est Très OK. bien. Voilà, donc merci de me donner l'occasion de pouvoir témoigner de l'expérience de Rieux-la-Pape. Donc, en effet, nous avons conduit en 2021 l'écriture de l'analyse de nos besoins sociaux sur le territoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Rieux-la-Pape
qui est située au nord de l'agglomération lyonnaise, est une ville, un territoire sur lequel 50% de la population vit en quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc on a une très grosse proportion de population que je qualifierais de fragile. Et il nous a semblé essentiel de pouvoir travailler donc l'analyse des besoins sociaux, alors en direction de tous les publics qui sont bien sûr règlement concernés par ce document, mais également en mettant un focus sur les populations notamment scolaires, donc les enfants qui sont en âge d'être scolarisés, et de rechercher une articulation systématique avec l'ensemble des dispositifs qu'on mobilise sur le territoire. Puisque comme nous avons en fait un gros quartier prioritaire au dispositif de la politique de la ville, on mobilise à peu près tous les dispositifs qui sont mobilisables. Donc on a un label cité éducative, on est en réseau d'éducation prioritaire renforcé, et donc sur le territoire, il y a tout un maillage de partenaires qui interviennent donc pour faciliter le parcours des enfants. Et il nous semblait absolument essentiel de travailler tous nos diagnostics d'une seule et même voie, et donc en partenariat avec tous les acteurs qui interviennent donc en direction des enfants sur Rieux-la-Pape. Donc c'est vrai que notre démarche, quand on a écrit, en fait quand on se lance dans une démarche de diagnostic, en plus en 2021, on était en phase de réécriture, enfin d'écriture de notre convention territoriale globale. Donc ça nous a donné l'occasion d'articuler tous nos diagnostics et en fait d'avoir des orientations qui se recoupent d'un dispositif à l'autre pour aussi casser ce mode de travail un peu en silo qu'on avait coutume d'avoir précédemment. Merci Sigolène. Ce travail-là est assez innovant. Elle a parlé de silos et nous devons rompre la logique de silos. Nous devons avoir des outils de pilotage centralisés. Et lorsque nous avons travaillé aux rencontres des villes amies des enfants au mois de juin dernier à Lille, dans les ateliers sur le maintien de la scolarisation, justement, nous rentrons dans une des préconisations, on peut passer à la slide suivante, sur une instance qui permet de piloter un projet éducatif, un levier ou un dispositif. Alors, on va s'inspirer cette fois-ci de la collègue et du travail que les collègues de la Ciotat ont porté. Comme ça, on passe un peu dans toutes les régions. On accueille Karine Caro, on va lui allumer son micro, mais un projet éducatif de territoire, on connaît. Mais un projet éducatif de territoire qui offre un parcours cohérent et qui permet de faire converger les dispositifs, c'est ce qu'a initié depuis quelques années déjà la ville de La Ciotat. Karine, est-ce que tu peux nous rendre témoignage de cet outil et nous dire si c'est finalement un levier pour vous ou un dispositif? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, pour nous, ça a été vraiment quelque chose qui rentre en cohérence puisqu'on a travaillé le projet éducatif de territoire en lien avec notre CTG, Convention territoriale globale. Et on a aussi lié tout ça justement au projet Ville Amie des enfants. Et du coup, on travaille nos axes vraiment dans cette orientation-là, dans ce sens-là, on va dire, pour vraiment être en cohérence et avec les préconisations de l'UNICEF et avec des préconisations de la CAF. Et du coup, ça rend toute cette organisation assez cohérente. Karine, est-ce que dans la notion de parcours, tu peux nous expliquer un peu la place des parents dans ce projet éducatif de territoire? Parce que particulière. Donc, du coup, là, on rentre dans la... Est-ce que tu as entendu, Karine? Alors, j'ai pas tout entendu, en fait, mais je devine que Enfin, j'ai compris que tu parlais de la place des parents et la place qu'on donnait aux parents et comment on partage avec les familles. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sur ce nouveau, puisqu'on est dans l'écriture de notre prochain projet éducatif de territoire, c'est vraiment d'essayer d'associer le plus possible les familles et d'être en partage. Donc, du coup, on oriente notre prochain projet éducatif sur une base avec des orientations, avec trois grandes orientations et des fiches actions qui vont venir au fur et à mesure alimenter notre projet pour justement laisser cette possibilité au fur et à mesure donc d'inclure les familles dans cette démarche, dans cette action. Et c'est clair qu'au départ, on sait qu'on a des parents, on invite les parents
d'élèves élus, les parents d'élèves. La participation au départ, on sait qu'elle est très timide, mais du coup, on organise des temps de rencontre et des temps d'échange aussi bien collectifs avec d'autres acteurs que des temps où on se rapproche aussi soit sur les centres de loisirs, soit sur les écoles pour proposer d'autres temps pour être en échange avec les familles et laisser cette opportunité justement d'avoir des fiches actions qui vont rentrer complètement dans notre projet éducatif de territoire pour pas fermer les choses parce qu'on sait que voilà, chaque famille va être dans une évolution, dans un parcours pour pouvoir participer réellement en fait au projet. C'est ça l'idée. Et donc on ouvre ces opportunités finalement et on se ferme pas sur enfin, on souhaite pas fermer et figer notre projet éducatif dans le marbre parce que voilà, on a aussi l'expérience des années précédentes de se dire que on sait que parfois la machine se met en route progressivement et que les familles vont parfois timidement participer et qu'on va déployer, qu'on va développer. Donc on laisse voilà, cette opportunité-là et pour nous c'est indispensable puisque voilà, les parents, on a vraiment le souhait d'associer pleinement les familles à cette démarche. Merci Karine. Alors, juste une précision quand même, vous voyez qu'on est presque à 18 h. On a pris un peu de retard dans le déroulé. On va prolonger le webinaire de 15 minutes. Donc, restez là parce que quand on parle en fait de nos 3 niveaux dans notre guide, inscrire, prévenir, inscrire et suivre, il est important aussi à un moment donné de se poser une question fondamentale, c'est le lien à l'éducation nationale et à la dimension d'inscription et de gestion numérique administrative. Et pour ça, on accueille Jessica Jouve, directrice de l'éducation de la ville d'Arras. Et on continue notre voyage, notre tour de France. Est-ce que, Jessica, bonjour, Bonjour. tu peux nous parler de cette onde à l'éducation nationale? Oui, je peux vous parler de Onde à l'éducation nationale. Je vous remercie pour votre accueil à toutes et à tous. Je pensais vous présenter aussi le travail de lutte contre la prévention de l'évitement scolaire. Donc, je ne sais pas si je dois faire les deux en parallèle ou si tu m'arrêtes, Guillaume, dis-moi. Je pense qu'on va se cantonner à onde. On aura d'autres temps de travail, mais n'hésite pas, vas-y. Si tu arrives à Alors, faire les deux en peu de ouais, temps, je te laisse la place. je vais essayer d'être du coup très concise. Donc dans le contexte effectivement de tout ce que nous avons déjà évoqué sur la responsabilité de recenser les enfants soumis à l'obligation d'instruction, il nous a paru assez évident de pouvoir mieux coordonner les fichiers dont nous disposons tous à la fois dans les services éducation, mais également dans les écoles sur le logiciel Onde. Et nous avons là depuis cette année souscrit à la possibilité de créer une liaison entre notre logiciel de gestion et la plateforme Onde afin à la fois de faciliter, ça a été un vrai succès auprès des directions d'école, de faciliter leur démarche d'inscription puisqu'une fois qu'on a saisi nous au moment de l'inscription administrative, l'identité, tous les éléments concernant l'élève qui va arriver sont déjà saisis et les directions d'école peuvent enfin se consacrer à leur rendez-vous pour parler de la vie à l'école et de l'accueil de l'enfant et pas forcément ressaisir l'ensemble des données. Ça nous permet, dans l'autre sens, de pouvoir aussi récupérer en temps quasi réel l'ensemble des radiations et des mobilisations des enfants. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un fichier beaucoup plus à jour. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi remarquer, repérer assez vite aujourd'hui les enfants qui ont disparu d'une liste à l'autre. Et c'est là qu'on passe dans la cellule de prévention de l'évitement scolaire qui finalement nous permet aussi d'avoir un travail partenarial très fort entre les services de l'éducation nationale, les représentants de la CAF, de la MSA, le département, mais aussi le délégué du préfet, puisque la cellule locale de prévention est une déclinaison de l'instance départementale qui est pilotée par la préfecture et la DSDEN. Et
à ce moment-là, on a aussi une possibilité d'aller rechercher ces enfants qui sont identifiés. Bien sûr, il y a tout un travail de conventionnement qui a été mis en œuvre pour pouvoir librement échanger des enfants et des situations pour prendre en considération les différentes situations. À noter que sur le territoire, on compte un nombre important de maisons d'enfants qui accueillent des enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance, ce qui nous a aussi permis de travailler avec le parquet, avec l'ensemble des établissements qui accueillent ces enfants. Et on a aussi beaucoup d'établissements médico-sociaux. Donc, c'est parfois à ces moments-là que les enfants disparaissent de notre fichier à nous, restent dans Onde, mais en fait, il se trouve qu'ils sont partis dans un IME ou bien qu'ils ont été hospitalisés pour une longue durée. Donc tout ce travail, voilà, qui au départ a l'air très rébarbatif parce que croiser des fichiers, c'est pas rigolo et ça prend du temps. Pour la petite histoire, quand on a synchronisé Onde et notre logiciel, il y avait à peu près 25% d'erreurs. Donc il a fallu qu'on passe sur chaque cas, un par un, qu'on aille vérifier les difficultés, les erreurs de saisie, les enfants qui étaient d'un côté né au mois d'avril, de l'autre côté né au mois de mai, revérifier les états civils, enfin vraiment tout reprendre. Et aujourd'hui, on a quelque chose de plus lisible pour identifier les enfants qui disparaissent et éviter que les enfants disparaissent des radars institutionnels. Merci Jessica. Juste avant quand même de passer à la suite, un petit rappel à nos collègues qui sont présents dans la visio. Un tiers des collectivités aujourd'hui utilisent Onde ou son module de liaison. Alors, avant de passer au dernier point, Jessica, micro-question. Quel est l'outil de gestion des activités et quelle interface vous utilisez avec Onde? Nous, on travaille sur Concerto de la suite Arpège. Tout à fait. Comme la ville de Vitrolles. Merci beaucoup, Jessica. Euh, Avec Et là, plaisir. cette fois-ci, on va vous faire participer. On va vous faire participer parce que, il y a plein d'outils que les collectivités vous utilisez. Donc, on va vous proposer de participer. Je mets le lien aussi dans le chat à l'instant si vous voulez utiliser votre ordinateur. Les collectivités, vous utilisez bien sûr des outils, des dispositifs. Peut-être que pendant la visio, vous vous êtes dit, mais nous, on fait ça. Pourquoi ils l'ont pas mis dans le guide ou pourquoi ils n'en ont pas parlé? On veut vous laisser la parole. Alors, on va utiliser une appli qui s'appelle WooClap. Donc, soit vous scannez le QR code présent à l'écran, soit vous cliquez sur le lien et vous tapez le code de l'événement, c'est UNICEF, CAEA, donc chaque enfant à l'école. Et puis, vous allez pouvoir répondre à la question qui s'est mise en ligne. Voilà, donc, voire même si vous avez des difficultés, vous pouvez envoyer votre réponse avec un espace, l'arrobase UNICEF CAEA au numéro suivant. Je vous rassure, elle n'est pas surtaxée et on ne prend pas l'argent, c'est un numéro gratuit. Euh, donc du coup, on vous laisse répondre et puis je vais partager mon écran dans quelques secondes, puisque pour l'instant, nous n'avons que 7 personnes, 8 personnes connectées. Je laisse la connexion, ça vous laisse le temps de répondre à cette question. Je vous l'ai dit déjà à l'oral. Quel dispositif et outils votre collectivité utilise-t-elle actuellement pour le recensement, le repérage, le suivi et l'inscription des enfants à l'école? Hein, on va rester sur ce triptyque de repérer, inscrire et suivre. Voilà, nous avons 15 personnes, 16 personnes, 17 personnes, ça monte. Voilà, prenez le temps, vous avez le lien de connexion dans le chat également. On attend encore un tout petit peu, 21 personnes, et je vais commencer à partager mon écran. Donc à partir de maintenant, vous pourrez rentrer que par le lien de connexion pour pouvoir voir les résultats. Donc vous continuez à partager donc, via le chat. Maintenant, vous allez pouvoir voir la connexion. Donc vous voyez, on commence à avoir pas mal de réponses. On échange, puisque ça va être le moment où Corentin va pouvoir faire également la conclusion de notre point, mais beaucoup de personnes travaillent avec Concerto, qui est un logiciel édité par la société Arpège. Nous avons un logiciel aussi Maëlys, donc on avait pas mal de logiciels, Technocart, on a même encore du tableau Excel en suivi, le portail des familles, le guichet unique. On va s'arrêter sur un élément qui est intéressant, où on est aussi sur le vivant, c'est-à-dire que quand on met en place des animateurs de proximité qui accompagnent
les familles qui sont dans les quartiers. On a certains quartiers prioritaires, notamment dans la Loire ou dans le Rhône, qui ont remis en place les fameux crieurs de rue dans les quartiers prioritaires pour lutter contre la fracture numérique. Et donc, promouvoir l'inclusion numérique des familles, c'est aussi un point important. Bien sûr, on a des conventionnements ville, éducation nationale, CAF et MSA. MSA, les CAF, les caisses d'allocation familiale, MSA, les mines, la SNCF, la caisse d'allocation familiale pour généralistes, c'est un point important. Un appui aux associations, et Madame Azin et Gabriel Fraga l'ont rappelé, nous avons travaillé avec la DIAL ces dernières années qui nous ont amené aujourd'hui à la production de ce guide auprès des associations et de la médiation scolaire, les cités éducatives. Bien sûr, la réussite éducative sont sorties. Vous voyez un peu les différents éléments que vous nous partagez. Civil, bien sûr qu'il y a une application, voilà, des cellules de lutte contre l'évitement scolaire. On rappelle ici quand même que depuis 2012, les maires ont ce pouvoir de pouvoir alerter, prévenir et lutter contre l'absentéisme scolaire. Pas l'assiduité scolaire, mais l'absentéisme scolaire, en mettant en place des stages de parentalité. Donc, on voit un panel qu'on partagera également en résultat, voilà, avec à la fois du vivant, du temps associatif, des temps de passerelle entre la crèche et les écoles. Donc, on est dans l'accompagnement de l'humain, mais également dans la gestion, parce qu'on a besoin de se doter d'outils qui soient assez agiles et qui nous permettent de répondre à l'accompagnement humain des personnes. Voilà, des comités éducatifs, écoles, collèges, périscolaires. Voilà, merci pour les collègues qui participent et ça va enrichir le panel des initiatives locales. On va arrêter là. Je vais vous relaisser partager l'écran pour le temps de conclusion. En tout cas, je vous remercie les trois villes, Arras, La Ciotat, Rieux-la-Pape pour vos interventions. Corentin, la parole est à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous pour la richesse de vos interventions. Quelques mots de conclusion, hein, mais les interventions ont bien montré à quel point les collectivités peuvent agir. N'hésitez pas à vous plonger dans le guide pour d'autres bonnes pratiques, d'autres ressources, d'autres outils qui sont disponibles et qui seront relistés à la fin, tant des outils municipaux, mais aussi les outils nationaux existants et les outils à l'échelle départementale. Alors, on l'a vu, les collectivités peuvent se mobiliser, mais ces actions peuvent être maximisées si l'État est au rendez-vous. Et donc, le lancement de l'Observatoire de la non-scolarisation, qui a été annoncé à plusieurs reprises par les précédents gouvernements, est évidemment une première étape que nous attendons, mais nous avons aussi, en rédigeant ce guide avec les collectivités, détaillé 18 propositions à destination des pouvoirs publics nationaux qui s'articulent autour de 4 grands axes. Alors d'abord, il faut faciliter les actions de coordination nécessaires au repérage, à l'inscription et au suivi des enfants éloignés de l'école. On recommande de constituer un groupe de travail national entre le ministère de l'Éducation nationale et la CNAF, qui permet d'amorcer une analyse des besoins pour vraiment un conventionnement national entre les deux institutions, créer un outil commun de recensement des enfants éloignés de l'école, harmoniser les pratiques entre les départements et accompagner les collectivités dans le partage de données inter-institutions. Cette question du partage sécurisé d'informations entre les différentes institutions, c'est un élément clé qui est relevé largement par les collectivités qu'on a interrogées. Il faut que ça se fasse de façon sécurisée, conforme évidemment à la loi informatique et liberté, mais ça peut être un outil de suivi, de recensement intéressant. Plus largement, on recommande de faciliter l'usage de l'identifiant national élève par les collectivités. Vous verrez les détails dans le guide. On a vu aussi que les cités éducatives pouvaient avoir un rôle clé dans la lutte contre la non-scolarisation. On recommande qu'il y ait un objectif plus clair dans le rôle des cités éducatives qui soit inscrit au sein de l'objectif conforter le rôle de l'école, un sous-axe qui pourrait être de repérer et suivre les enfants qui sont non scolarisés de 3 à 18 ans. Enfin, on appelle
les pouvoirs publics nationaux à mener une réflexion pour faire évoluer les attributions des inspecteurs de l'éducation nationale pour qu'ils puissent être habilités à copiloter les instances de coordination locale autour du repérage des enfants éloignés de l'école. Sur le recensement, d'abord, on invite le législateur à modifier le code de l'éducation pour étendre l'obligation de recensement des collectivités aux jeunes de 16 à 18 ans qui sont soumis à l'obligation de formation. Aujourd'hui, ça n'a pas été mis à jour dans le code de l'éducation et on l'appelle de nos voeux. Pour cette mise en œuvre du recensement par les collectivités de l'ensemble des enfants, ça passe là aussi par des conventionnements avec des organismes de prestations sociales et des autres acteurs. Ça nécessite des dotations aux collectivités pour qu'elles aient les moyens humains et matériels pour mener à bien les missions élargies de recensement et puis des précisions méthodologiques qui peuvent intervenir par voie réglementaire ou par des guides et qui permettent aux collectivités de mobiliser tous les acteurs compétents. Là encore, l'État peut préciser par voie réglementaire ou par des guides ministériels toutes les actions à mettre en œuvre pour permettre l'identification rapide des enfants soumis à l'obligation d'instruction et qui ne sont pas scolarisés, notamment avec des entrées par public, besoins spécifiques. On les relise dans le guide, mais ils ont déjà été listés un peu dans les interventions